Allô, allô? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence du SITL qui s'intitule, comme vous pouvez le voir, les JOP, quelle vitrine et quel héritage justement pour le secteur de la logistique. Je me présente, je m'appelle Karine Weber et je suis fondatrice du bureau d'études Feuille de route Conseil qui est spécialisé en logistique du dernier kilomètre et innovation durable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Fessard, qui est consultante senior Wavestone, et Gilles Manuel, qui est justement le président de Fludis. Je vous propose de prendre une petite minute pour présenter justement vos activités des deux sociétés. Merci beaucoup Karine. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Donc Wavestone, c'est un cabinet de conseil, un pure player du conseil, comme on dit. C'est un cabinet indépendant qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Wavestone est présent aujourd'hui dans 17 pays et Wavestone joue sur 18 terrains d'excellence qui se répartissent en secteurs et en expertise. Pour nommer quelques secteurs, on va avoir l'industrie, les transports ou encore les biens de consommation. Et pour citer quelques expertises, on a notamment la supply chain, mais aussi la data ou encore la cybersécurité. On a des clients qui sont très diversifiés grâce à ces différents secteurs et différentes expertises qu'on propose. Et on propose en plus également différentes publications spécialisées. Et je vais notamment m'appuyer sur l'une d'elles durant cette conférence, qui est le radar des startups du dernier kilomètre. Bonjour à toutes et à tous. Gilles Manuel, moi je suis le fondateur de la société Fludis. Fludis, on conçoit, on développe et on exploite des solutions de logistique urbaine décarbonée. On est vraiment positionné sur le sujet de la mobilité des marchandises en ville et notamment par l'usage de bateaux entrepôts, en fait des bateaux de travail, dans l'idée de se dire sur le dernier kilomètre, notamment pour tout ce qui est flux diffus, c'est-à-dire colis, petites palettes, ce qui génère le plus de mobilité en ville. On a besoin d'une organisation un peu en rupture avec ce qui se faisait préalablement. Et donc aujourd'hui, on a 4 unités de production sur l'Île-de-France avec des bateaux qui sont exploités quotidiennement pour des chargeurs ou des transporteurs. Et on a d'autres unités qui vont arriver dans les mois à venir. Mais vraiment, on travaille sur l'organisation pour pouvoir faire un dernier kilomètre décarboné. On est plus en innovation d'organisation qu'en innovation technologique, même si nos bateaux sont électriques et que c'est les premiers bateaux électriques de marchandises. Mais à la rigueur, ce sujet est presque secondaire. Ça va vraiment nous intéresser, comment justement Gilles, dans votre équipe, vous travaillez. On va parler du coup des Jeux Olympiques. Alors bien sûr, un événement absolument exceptionnel, tout d'abord par sa dimension médiatique, dans un premier temps, et bien sûr pour des retombées bien sûr économiques aussi pour notre pays. Alors quelques petites dates pour rappel. Les Jeux Olympiques donc se tiendront du 26 juillet au 11 août. Je regarde mes petites notes pour pas dire de bêtises. Et les Jeux Paralympiques, ça sera à partir du 28 août jusqu'au 8 septembre. Donc vous voyez que c'est 2 mois et demi intenses de compétition sportive, bien sûr, mais aussi avec un empiètement sur la rentrée prévue au mois de septembre. Donc c'est une période vraiment très longue. Les routes et nos transports en commun vont être très fréquentés. Donc, cela veut dire que nos déplacements à titre individuel vont être impactés, bien sûr, par cet événement de manière assez importante. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle le ministère chargé des Transports sur son site qui s'appelle anticiperlesjeux.gouv.fr où il y a toutes les informations concernant justement les restrictions sur la route à titre individuel, mais aussi pour les entreprises. Alors, au-delà de nos déplacements individuels, on parle bien sûr du flux de marchandises. Ce flux de marchandises qui sera impacté durant cette période. Alors, par lui-même, déjà, l'événement va engendrer des flux de marchandises, enfin des flux importants, tout simplement dû à l'installation des épreuves, au déplacement justement de matériel, de bagages, d'animaux, d'arbres, etc. etc. J'ai en tête quelques chiffres. 1 million d'équipements sportifs, 17 000 livraisons vers des sites de compétition et de non-compétition et 60 à 80 000 mètres carrés d'espace de stockage juste pour la partie Jeux Olympiques et Paralympiques. Et bien sûr, à tous ces flux se rajoute la logistique du quotidien, les flux qu'on connaît. Et le comité d'organisation des JOP prévoit en termes de volume l'équivalent de 45 à 50 Coupes du Monde de football,
15 millions de visiteurs. Mais visiteurs, ça veut aussi dire consommateurs. Ça veut dire aussi des clients dans nos restaurants, dans nos magasins. Et une consommation qui est multipliée pour certaines filières par 1,5 voire 2. Donc ça veut dire qu'il y a un impact considérable et il va falloir approvisionner ces magasins, ces restaurants le plus facilement possible et en toutes circonstances. Nous faisons souvent le lien et un raccourci en parlant de Paris, mais bien sûr, Paris parce que ça impacte 143 villes d'Île-de-France, mais bien sûr, on pense aussi aux autres villes françaises qui accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc Lille, Bordeaux, Marseille, etc., jusqu'à Tahiti. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va regarder 2 temporalités. Aujourd'hui, à moins 130 jours à peu près de la cérémonie d'ouverture. Et demain, quel est l'héritage justement de cet événement sur la logistique? Donc on passe tout de suite à la première question, Karine et Gilles. À votre avis, selon vous, quelle est justement la vitrine que les Jeux Olympiques vont proposer, et Paralympiques, pardon, vont offrir à la logistique? Alors, de ce que je pressens, ou en tout cas ce qu'on attend des JO, ce sera d'abord de confirmer l'adaptabilité du secteur, parce qu'on voit aujourd'hui que la livraison dernier kilomètre, c'est une livraison qui est déjà très contrainte, qui s'adapte à beaucoup de choses, typiquement à l'espace disponible, à l'espace de stationnement. Et en fait, les JO vont constituer finalement une accélération, un accélérateur de ces contraintes qui va permettre aux logisticiens de prouver encore une fois qu'ils sont adaptables, qu'ils vont pouvoir respecter les contraintes qui leur sont fixées. Et finalement, ils vont pouvoir aussi se préparer au plan stratégique Paris 2022-2026, puisqu'on voit que les JO et le plan stratégique rentrent souvent, j'allais dire, en écho, puisqu'on a des problématiques communes. C'est une manière aussi peut-être de préparer la future ZFE et la future ZTL. Dans un deuxième temps, je pense qu'il y aura aussi un partage d'infos qui sera renforcé. Notamment, la ville de Paris va proposer via Chabvision une plateforme pour partager les informations sur les imprévus heure par heure, zone par zone, des outils et des conseils pour les professionnels. Donc voir comment vont être utilisées ces informations pour compléter des outils notamment d'optimisation des tournées, des outils qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. Et en dernier point, je dirais que ça va renforcer sans doute l'image de la cyclo-logistique, puisqu'on risque de voir beaucoup de vélos de livraison au sein des zones piétonnes de Paris, et notamment des zones rouges de la préfecture. Alors nous, à notre échelle, effectivement, on a un sujet de temporalité important. C'est-à-dire qu'on va parler de l'héritage avant que la naissance ait eu lieu, donc c'est assez particulier. Mais voilà, il y a quand même un focus qui est vraiment mis sur l'axe scène, pour la cérémonie, pas pour la logistique, mais pour la cérémonie. Mais ça montre quand même qu'on a un axe non congestionné aujourd'hui qui traverse un cœur de ville et sur lesquels il y a des véritables potentialités de développement à terme, éventuellement. En tout cas, pour la période des JO, ça va être un axe très compliqué. Dans la logistique du quotidien, c'est pas un axe qui va être utilisé puisqu'on a une interdiction de naviguer pendant un minimum une semaine, la semaine qui précède la cérémonie. On va avoir des vrais sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des incertitudes. Nos clients, aujourd'hui, se demandent quelles vont être l'évolution de leur volume pendant les JO. Est-ce que ça va être une véritable augmentation, au contraire, ou est-ce que ça va être un tel niveau de contrainte qu'il va y avoir des véritables difficultés? Oui, on va s'adapter, mais il y aura 5 ponts fermés sur les 10 ponts parisiens, donc déjà passer d'une rive à l'autre pendant tout le mois de juillet, ça va être quand même très très particulier. Donc tout un tas de tournées de livraison, d'opérations vont être modifiées. Les zones rouges, donc les zones, il y a un classement par zone en fonction des périmètres des épreuves selon les journées et ainsi de suite. Et donc il y a des accréditations pour les zones et en fonction des zones, vous n'avez pas les mêmes accréditations, plus une plateforme qu'on doit utiliser pour connaître les contraintes. Voilà, pour les livreurs, en plus de leurs applications traditionnelles de livraison, ils vont avoir des contraintes. Zone rouge, typiquement, à Austerlitz, c'est géré par l'armée. Zone rouge aux Invalides, c'est la préfecture de police. Donc, vous avez 2 accréditations différentes. Vous avez vos applications habituelles de traçabilité. Vous avez des portes d'entrée dans ces zones qui vont être nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux zones par les biais classiques. Donc, en fait, il y a beaucoup d'interrogations. Mais cette expérience, effectivement, va servir pour la suite. C'est que va devenir la ville de Paris demain, la ZFE ou tout ce qui... Voilà, quels vont être l'écran. Ça aurait été intéressant pour les logiciens transporteurs qu'on ait cette visibilité de dire, voilà, il y a les JO et on sait ce qui va se passer ensuite. Le choix a été fait différemment, c'est de dire, on va regarder ce qui se passe pendant les JO et peut-être que le curseur de ce qu'on fera ensuite va être défini après.
voilà, les logisticiens, ils aiment bien pouvoir anticiper, prévoir, s'organiser. On est prêt à changer nos modèles, mais il faut qu'on ait de la visibilité. Donc, c'est un sujet sur cet héritage. Donc, oui, exactement. On en parlera aussi tout à l'heure. Mais donc, on comprend bien aussi que le fleuve sera mis en avant. En tout cas, que ce soit pour les cérémonies, mais c'est aussi aujourd'hui l'axe, en tout cas, que vous utilisez, en tout cas, chez Fludis, qui est ultra important, en tout cas, pour l'approvisionnement de la ville. Justement, vous parliez tous les deux de zones rouges. Justement, un certain nombre de restrictions ont été définies par la préfecture de Paris, quand on regarde un peu ce qui va se passer à Paris, avec 4 zones de couleurs différentes. Donc, une première zone qui est grise-noire, qui est en fait le périmètre donc, de la compétition, et le périmètre de sécurité, de contrôle, pour accéder aux compétitions. Ensuite, on a une zone rouge, dont vous parliez tous les deux, qui donc autorise les cyclistes et les piétons, avec quelques dérogations. Donc, très concrètement, on parle de la zone autour de la Concorde, du Trocadéro. Voilà. Et ensuite, on a une zone bleue, celle avec des règles justement spécifiques et qui nécessite un justificatif pour s'y rendre. Alors, justement, Gilles, chez Fludis, d'un point de vue opérationnel, concrètement, comment vous vous préparez à un tel événement ? Alors nous, aujourd'hui, on a la chance d'utiliser la Seine tous les jours et on livre en vélo exclusivement. C'est-à-dire qu'à partir de nos bateaux, c'est de la cyclo-logistique derrière. Et donc, on a plusieurs escales dans Paris. Port du Gros Caillou, pas loin de la Tour Eiffel, Solferino, devant le musée d'Orsay, Grands Augustins, au pied du Pont-Neuf. Et on travaille avec des boucles. Donc là, chaque jour, en fait, nos livreurs font 4 boucles à partir de notre bateau. L'idée étant que le bateau, l'entrepôt, soit le plus proche possible des lieux de livraison. Là, on a un chronogramme qui va être modifié, puisque typiquement, le port du Gros Caillou, c'est un port de compétition pour le triathlon et ainsi de suite. Donc on aura des accès restreints. Ce qui est sûr, c'est que la cyclo-logistique va nous permettre d'accéder aux zones rouges sans trop de contraintes. Il y a une accréditation, mais ça va quand même être plus facile pour nous que pour des opérateurs avec des véhicules 4 roues motorisés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer nos effectifs parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait plus de contraintes. Donc même si on a le même niveau d'activité, on aura plus de contraintes. Il va falloir qu'on assure nos livraisons et peut-être qu'il y aura une activité différente, mais on n'en est pas certain. Et la semaine qui précède, notre bateau va servir d'entrepôt en base fixe, la semaine qui précède la cérémonie, quand on ne pourra pas naviguer, et on va continuer à opérer, mais avec une productivité détériorée. Ok, merci. Et vous, Karine, justement, quelles contraintes vous voyez pour livrer le cœur de ville, finalement alors, si on prend l'exemple de Paris, bien sûr. Comme le disait Gilles, il y aura forcément des contraintes de sécurité, donc les zones rouges. Ça pose la question des accréditations. J'allais dire, au-delà de ça, ça pose aussi la question des prestataires, pour pas mal de logisticiens aussi, savoir comment on gère les prestataires, comment on gère leurs accréditations. Il y a aussi une question de sécurité au niveau de la cyclo-logistique. Aujourd'hui, on est en attente pour savoir quel sera le process de vérification, notamment de ce qui se trouve dans les cargos des vélos. Donc là-dessus, il y a quand même beaucoup de questions de sécurité et de sûreté. En termes de contraintes, on voit aussi forcément tout ce qui est contraintes de circulation qui vont étendre sans doute des délais de livraison, ou en tout cas les rendre plus complexes. On aura des contraintes de stockage, puisque, comme le disait Gilles, il y aura peut-être des déplacements de lieux de stockage. Et alors, il y a des acteurs qui viennent répondre à ces besoins. Je pense notamment à 12.5, qui libère des espaces dans les parkings pour en constituer en fait, des lieux de stockage pour la cyclo-logistique. Mais donc, il y aura ces problématiques de stockage. Il y aura aussi une problématique liée au stockage, qui est qu'on sera en plein été. Donc potentiellement, il y aura des personnes qui ne seront pas disponibles pour récupérer leurs colis. Donc comment on gère ça ? Comment on gère aussi les stockages en attente de relivraison ? Et en dernier point, je dirais qu'il y a la question de la qualité de service. Comment on gère l'augmentation des délais alors qu'on est dans une ère un peu de l'ultra ? Le consommateur attend une ultra flexibilité, une ultra réactivité et aussi il attend de pouvoir faire le choix sur tout. Là, on voit que c'est un consommateur qui va devoir s'adapter à ce qui se passe autour de lui. Donc comment on va garantir une qualité de service soit équivalente, soit légèrement diminuée ? Comment on va proposer, par exemple, au client des nouveaux tracking, des nouveaux messages aussi pour dire, par exemple, il y a un imprévu sur tel secteur parce qu'il y a telle épreuve qui se déroule. Est-ce qu'on pourra communiquer ça auprès du client ? Est-ce que le client sera plus compréhensif ? Ça peut être aussi une question intéressante. Et en dernier lieu, comment on va garantir la réception du colis sécurisé, puisque les Parisiens seront pour partie j'allais dire dans d'autres villes, peut-être qu'il y aura des appartements sous-loués. Est-ce qu'il faudra renforcer la sécurité lors de la réception des colis ?
pour bien vérifier que c'est la bonne personne qui réceptionne le colis. Et pourquoi pas mettre en avant aussi la réception par les voisins. Donc ça, c'est aussi des questions qui se posent sur la qualité de service. Donc on voit une évolution des organisations déjà, dans un premier temps, une évolution peut-être du service aussi qu'on va apporter à nos clients. Justement, Gilles, durant cet événement, on va dire hors norme de cet été, qui va durer quand même 2 mois et demi, comment vous prévoyez justement de livrer le cœur de Paris très concrètement, en fait, sur quel type d'action vous allez mettre en place ? Alors, moi, j'ai un petit peu répondu à ça, mais dans la question précédente, c'est-à-dire que nous, on va continuer d'opérer comme aujourd'hui en renforçant nos équipes et je vais peut-être pas répéter. En fait, je ne sais pas si je vais peut-être compléter et aller sur un autre. Je ne vais pas répondre à la question parce que j'ai l'impression d'y avoir déjà répondu. C'est-à-dire que nous, on peut pas sortir un bateau nouveau en 2 mois et on ne va pas pouvoir innover, on va s'adapter à la réalité, mais un bateau c'est 2 ans de fabrication pour en livrer un, donc ça n'a pas été prévu d'en rajouter un pour 2 mois de JO, donc on va utiliser au maximum des capacités nos outils de production. Voilà, et ça, on fera ça pour nos clients, mais on est une niche, c'est-à-dire que ce qu'on représente, c'est très peu de choses par rapport à l'activité globale des flux dans Paris. Et donc oui, en cyclo, on va pouvoir maintenir tout un tas de flux colis, mais quand vous êtes brasseur, quand vous êtes l'activité du BTP va s'arrêter très fortement, mais il y a plein d'activités alimentaires ou de santé qui ne peuvent pas forcément passer par de la cyclo. Donc du coup, il y a plein de questions en suspens autour de ces activités. C'est vrai que l'imprévu, la difficulté de prévoir plus la difficulté de se déplacer, parce qu'en fait on va être face à ces 2 vraies contraintes, va faire qu'il y aura certainement des situations délicates et des situations sur lesquelles il faudra peut-être proposer des moyens d'urgence. Mais nous, Fludis, à notre échelle, hormis saturer nos capacités, on n'aura pas d'autres actions que celle-ci. Ok, parfait. On sait que ça va impacter énormément le transport routier, justement par l'accessibilité. Et je pense qu'en effet, il y a pas mal de voies aussi qui sont dédiées pour cette période-là. Et donc, ça va forcément contraindre les transporteurs routiers qui, aujourd'hui, n'ont que ces modes de transport et ces moyens de transport. Alors justement, une question, Karine. Vous aviez parlé du radar en introduction. Quel type de solution avez-vous listé justement côté Wavestone ? Alors, je vous propose donc derrière moi le radar. N'hésitez pas aussi à flasher le QR code parce que le radar, c'est pas seulement cette jolie vue, c'est aussi un dossier complet avec une présentation des startups, avec une mise en avant de certaines tendances du marché. Du coup, au niveau des solutions, je ne vais pas présenter toutes les startups, mais je vais m'intéresser à certaines en Zoom. Et bien sûr, vous noterez la présence de Fludis, donc ce sera aussi intéressant potentiellement d'aller échanger sur le stand de Fludis au sujet des startups. D'ailleurs, vous en retrouvez d'autres. J'ai vu Deki Cardinal qui sont aussi présentes, donc n'hésitez pas pour en savoir un peu plus à vous rendre sur leur stand. Donc on a au niveau de la gestion des imprévus et notamment tous les imprévus qui auront un impact sur la circulation, plusieurs acteurs qui vont gérer l'optimisation des tournées. Donc c'est quelque chose qui est très développé en ce moment. On a quelques acteurs qui sont spécialisés sur notamment cette gestion des imprévus. Donc pour en citer quelques-uns, on a Shabs Vision qui notamment travaille avec la mairie de Paris sur l'outil justement de transmission des informations sur les imprévus zone par zone, heure par heure. On a Cardinal qui est présent donc dans la préparation de la livraison. On a Urbans, donc pareil, ces 2 acteurs sont plutôt spécialisés dans la gestion des imprévus. Bien sûr, il y aura la question de la pollution. Donc comment garantir une livraison plus verte, mais aussi une livraison qui est moins polluante au niveau sonore. Ça aussi, c'est des questions qui se posent et qui sont non pas forcément que dans les JO, mais aussi dans le plan stratégique de la mairie de Paris. Donc c'est intéressant d'avoir ça aussi en vision. On a bien sûr toutes les flottes de vélos cargo type Dromi ou Vélove. On va avoir Deki qui va aussi proposer une sélection du livreur le plus vert, en tout cas de la solution la plus verte. On a Trusk qui œuvre dans l'électrification des flottes. On a aussi Fludis avec, comme le disait Gilles, les flottes électriques. En troisième point, comme solution, on va avoir aussi la mutualisation des flux, notamment pour faire face, comme le disait Karine, à ce qui va être la restriction des voies de circulation. On a quand même 185 km qui sont concernés. Donc on peut citer là-dessus Hyper, Shopopop, Tutut, des startups qui ont des noms très accrocheurs et je vous conseille vivement d'aller voir leur site, leur page LinkedIn pour en apprendre un peu plus.
Et on a aussi des startups qui œuvrent dans la garantie de livraison en une fois. Donc là, c'est aussi un sujet qui va impacter la qualité de service. Donc on a par exemple Deliver Me City, qui, pour aller un peu plus loin, propose en fait de cibler la présence du client pour pouvoir lui livrer le colis le plus rapidement possible, mais aussi garantir cette livraison. Et là-dessus, c'est intéressant parce que ça pose la question de la reprogrammation. Si on arrive à livrer directement, on n'a plus besoin de reprogrammer. On a aussi Wellco qui œuvre dans ce domaine-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais je vous conseille de flasher le QR code pour en apprendre un peu plus. Un beau radar, un beau travail en tout cas de l'équipe Wavestone, en tout cas sur les différentes startups qui peuvent apporter des solutions, bien sûr en prévision des JOP, mais pas que, bien sûr au-delà. Donc, merci Karine. Alors, on va passer les dernières minutes pour parler de l'héritage. Donc parlons de l'héritage donc post-JOP. C'est vrai que comme disait Gilles, on anticipe un peu cette question puisqu'on est à 130 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais donc, question bien sûr assez facile. Selon vous, quel sera-t-il cet héritage pour la logistique et peut-être en particulier la logistique urbaine du dernier kilomètre? Alors déjà, nous, on a des choses très concrètes sur l'aspect fluvial. C'est que nous, on exploite des bateaux électriques. Quand on a commencé avec ces bateaux, on n'avait pas de borne à quai. Alors, ça a pris du temps, mais c'est en cours d'électrification. On a aussi un deuxième sujet. Il n'y avait pas de solution pour vider les eaux grises d'un bateau de marchandises dans Paris jusqu'à maintenant. Donc maintenant, il y a des solutions. Donc la Seine sera un peu plus propre après les JO qu'avant sur les liés aux bateaux de marchandises. Donc ça, c'est déjà deux choses très concrètes qui sont en cours. Il y a vraiment un zoom sur le fleuve et sur cet axe, donc ça, ce sera aussi positif si tout se passe bien, parce qu'il y aura une telle visibilité de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Il y a quand même des sujets un petit peu complexes. Si jamais il y avait un incident, ce serait aussi peut-être contre-productif, mais on ne va pas penser à ça, parce que ça se passera bien. Voilà, donc ça c'est très concrètement. Après, effectivement, tous les sujets de mutualisation de flux, tous les sujets d'optimisation, soit par le numérique, mais aussi par des entrepôts urbains. Il y a une dynamique actuellement sur la transformation de la mobilité en ville liée aux marchandises. Les collectivités qui connaissaient très bien les flux de passagers n'avaient pas de données sur les flux de marchandises. Aujourd'hui, on sent qu'il y a des évolutions, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Et donc, il y avait une conférence hier sur le pouvoir des villes, justement, sur ce sujet du dernier kilomètre. Je n'ai pas pu y assister, mais voilà, on sent qu'il y a une évolution importante. Et ces JO vont accélérer cette prise de conscience qu'en fait, la mobilité, ça fait des marchandises. C'est un sujet qu'on peut optimiser encore beaucoup grâce à une organisation différente, grâce à des outils nouveaux. Et les acteurs sont assez prêts à travailler autour si on leur donne des axes clairs. Donc ça va être aussi un impact indirect, mais d'héritage des Jeux Olympiques. Ok, merci. Karine, et vous, votre point de vue sur l'héritage justement des JOP? Je vais compléter très légèrement parce que je pense qu'il y a pas mal de points qu'on avait en commun. Parce que forcément, l'héritage des JOP, premièrement, il sera sportif. Donc j'allais dire, ce sera aussi l'occasion d'aller grappiller dans la transformation de la ville quelques héritages complémentaires. Sur l'évolution urbaine, l'évolution du foncier, notamment sur le nouveau village olympique, peut-être qu'on pourra aller chercher une intégration directe de la logistique dans les nouvelles surfaces urbaines, dans les nouvelles constructions. J'ai pas forcément vu d'informations déjà là-dessus, mais on a des acteurs français qui travaillent dans le domaine. Je pensais à Corsalis, qui gère des espaces de logistique de proximité. Il y a aussi 12.5 du coup qui travaille sur mettre en place des espaces de stockage pour les vélos dans les parkings. Donc pourquoi pas un travail dans le nouvel urbain pour intégrer déjà la logistique aux nouveaux immeubles. Ce que je vois aussi potentiellement en héritage, c'est qu'il y aura sans doute des tests sur tout ce qui va être autonomisation. Autonomisation par exemple des taxis volants, autonomisation aussi sur tout ce qui est navette. Est-ce que les tests vont mener à des textes législatifs ? C'est une des questions qu'on peut se poser. Et ces textes-là vont-ils pouvoir aussi amener une transformation du secteur là-dessus sur une autonomisation grandissante ? Ce sera aussi à observer. Et justement, quand on réfléchit au cadre réglementaire, ça me fait penser à ça. Est-ce que vous voyez justement un héritage peut-être réglementaire suite à cet événement en particulier ? Gilles, peut-être toi ? Oui, c'est un point très spécifique qui est lié au fleuve, mais qui nous préoccupe en tant qu'acteurs du fleuve. C'est la pérennisation des zones de baignade sur la Seine. C'est-à-dire qu'il y a 3 zones de prévues. C'est symboliquement intéressant, mais il y a des vrais sujets de sécurité
par exemple, ils ont prévu une zone de baignade dans le Bras-Maris, ce qu'on appelle le Bras-Maris, c'est un des axes qui contourne l'île Saint-Louis. Elle serait utilisée 2 mois par an après les JO, tous les étés, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 50 à 60 bateaux de passagers qui passent tous les jours par ce bras. Si on met ces bateaux sur l'autre bras, et qui est soumis à un alternat où on ne peut passer que 20 minutes par heure, en fait, on va créer un engorgement là où il n'y en a pas. Donc, peut-être qu'il y a un sujet, vraiment c'est malorgnette à moi, mais les exploitants fluviaux, on s'interroge sur ces 3 zones de baignade. Il y en a une prévue à Bercy, en face de la piscine Joséphine Becker, qui est une piscine ville de Paris, qui est assez vide aujourd'hui. Et donc on se dit, bon, c'est sympa de se baigner dans la Seine, mais peut-être faut le faire en dehors de Paris, et pas forcément. En tout cas, il y a un paradoxe. Pour nous, on doit développer des solutions logistiques urbaines vertueuses, massifiées, décarbonées. Et si le loisir prend plus de place, on ne pourra pas les développer. Donc il y a des arbitrages politiques, ou en tout cas il y a des décisions. Là, c'est un exemple, mais sur lequel nous on est assez vigilants parce qu'il va nous impacter très concrètement. Alors ça, c'est sur la partie fleuve, et en effet, même sur la partie routière, c'est peut-être aussi des prémices pour le travail de ZFE qui doit être mis en place logiquement après les JOP. Donc, ouais. Je vous propose de passer aux questions de la salle. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que justement la salle a quelques questions à poser aux intervenants ? Bonjour. Une question pour Gilles. Sur la partie fluviale, justement, on parle de la baignade, mais avant même d'envisager la baignade, comment vous envisagez à la fois les contraintes d'exploitation de type tirant d'air, quand les hauteurs de la Seine, comme actuellement, sont très élevées? Est-ce que vous pouvez continuer à passer, ou est-ce qu'il y a des limites de circulation en période de crue? Et puis surtout, le pont Sully, qui est effectivement aujourd'hui hors service et qui entrave beaucoup la circulation sur la Seine. Et également, la semaine d'avant l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, la sanctuarisation de tout le parcours olympique sur la Seine. Quelles sont vos solutions alternatives en fait à l'usage de la voie d'eau? Parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes courantes. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous présenter juste pour nous aider, nous, dans l'échange? Ouais, je suis directeur transport pour le groupe Monoprix et je travaille notamment avec les équipes de Franprix qui ont le même problème. Ça marche. Alors nous c'est vrai que Fludis, on est sur de la logistique de flux diffus, donc on est sur des plus petits gabarits de bateaux que le bateau que vous utilisez. Mais effectivement, il y a des crues. Statistiquement, tous les 5 ans, il y a une crue qui va empêcher la navigation pendant 15 jours ou 3 semaines. Ça dépend des gabarits de bateaux. Mais quand on compare cette contrainte au nombre de jours sur lesquels il y a des contraintes sur les autoroutes qui approchent Paris, en réalité, le nombre d'heures perdues, alors ça ne se manifeste pas de la même façon, mais l'avantage de la régularité du fleuve est de 1 à 10 par rapport à la route. C'est-à-dire que la route, vous avez une moto qui a eu un accident, vous avez 2 heures de bouchon pour 15 camions. Et en réalité, c'est des études un peu précises là-dessus, c'est-à-dire que le fleuve, malgré le sujet des crues, a un avantage compétitif en termes de niveau de service, de régularité beaucoup plus fort. Donc ça, c'est une réponse, mais effectivement, il y aura des jours où on ne pourra pas naviguer à cause des crues. Là, il y a eu un incident récent sur le pont de Sully, donc tout le monde n'est pas forcément informé dans la salle, mais il y a un bateau passager qui a abîmé un pont avec des arches en fonte, et donc il y avait un sujet de sécurité pour passer sous le pont, pour passer sur le pont. Ça, c'était assez simple de couper la route, mais aussi pour passer sous le pont sur le bateau, avec des bateaux. La préfecture s'en est emparée, ils nous ont annoncé cette semaine le processus de réparation, il va être sécurisé, donc pour les JO fin mai, il sera sécurisé à 100%, mais nous aujourd'hui, on peut aussi passer dessous, ils ont rouvert les amplitudes de navigation, donc ça c'est vraiment très exceptionnel. Ce pont il date de 1850, c'est la première fois qu'il y a cet incident, donc c'est pas de chance, ça tombe maintenant, ça peut arriver, mais comme sur une autoroute, on va avoir un incident exceptionnel d'un affaissement ou des choses comme ça. Donc voilà pour des réponses. Je ne sais pas si je réponds à vos questions suffisamment précisément ou... Avant la cérémonie d'ouverture aussi, ils vont couper la Seine pendant une semaine. Ouais. Enfin, ma question, c'était quelles sont vos solutions alternatives en fait quand vous ne pouvez pas utiliser la voie d'eau? Juste effectivement, Franprix, ça fait 3 mois qu'ils ne peuvent pas utiliser la voie d'eau. Alors, nous on a la chance et de pouvoir, c'est les livraisons vélo à partir d'un bateau. Donc, on a essayé à partir d'Austerlitz d'aller livrer les autres arrondissements. Donc, on a une dégradation de la productivité, mais on maintient notre service quand même. Voilà, c'est spécifique à notre activité. Effectivement, l'activité Ikea ou l'activité Franprix qui ont des conteneurs sur des bateaux,
Là, c'est plus compliqué. Ils ne pourront pas du tout opérer. Donc, ça veut dire que pendant cette phase de JO, il y aura besoin d'une solution routière terrestre. Mais bon, les JO, c'est vraiment un événement exceptionnel. Donc, ce n'est pas le quotidien des opérations à Paris dans les années à venir. Donc, il faut effectivement, pendant cette phase exceptionnelle, ça suppose des moyens, des organisations exceptionnelles. Oui, mais paradoxalement, alternatif à la WADO, alors qu'il suggère justement que les JO, on va dire, développent ces nouvelles mobilités. C'est un peu la contradiction. Mais effectivement, on peut déplorer la dichotomie entre un discours, une mise en avant et une réalité, mais c'est temporaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce focus, c'est dans le temps. La voie d'eau, on le voit, VNF a eu des moyens beaucoup plus importants depuis 2 ans pour refaire ses infrastructures, pour développer. C'était un réseau qui était un peu en déshérence, mais qui, en termes de volume d'activité, décroissait. Et l'idée dans les années à venir, parce que c'est vraiment une réponse d'un point de vue modèle logistique régulier et décarbonation, c'est que ça reprenne un essor. Et donc les modèles logistiques urbaines sur lesquels vous avez innové avec XPO, le dossier Franprix, voilà, ont des contraintes. Effectivement, on est dans cette phase, on est dans le moment du paradoxe, mais sur un long terme, espérons que ce soit positif pour tout le monde, y compris cette expérience du pont de Sully. Peut-être que demain, elle sera gérée de façon différente si ça se reproduisait de façon plus rapide, plus pertinente. Voilà, là aujourd'hui, ça a été un peu laborieux. Je vois qu'elle me fait signe, ça veut dire que les 30 minutes sont passées. Rapidement, en conclusion, vous avez compris, c'est un événement exceptionnel, bien sûr, d'accueillir les JOP, en particulier, on va dire, sur Paris, mais dans d'autres villes françaises. Les logisticiens et les transporteurs se préparent. Il y a des solutions, avec des contraintes, bien sûr, fortes, on le voit très bien. Et aujourd'hui, justement, ça permettra peut-être de faire évoluer, comme vous disiez tous les deux, faire évoluer des pratiques, d'utiliser d'autres méthodes pour justement... J'ai un tout petit, je sais que le délai est passé, mais j'ai un tout petit point effectivement qui n'est pas évoqué. Aujourd'hui, quand vous utilisez la voie d'eau, vous payez un péage. C'est-à-dire que dès que vous mettez votre bateau à quai, vous payez. Et quelque part, vous utilisez la route, vous ne payez pas. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas logique de payer quand on utilise une infrastructure, parce qu'on utilise une infrastructure, pourquoi ne pas payer? Mais la route, et ils ont un avantage aujourd'hui concurrentiel, alors qu'ils décarbonent moins, qui est anormal. Donc, soit il va falloir supprimer le péage fluvial, soit il va falloir mettre un péage routier. Mais en tout cas, il y a un sujet de distorsion de concurrence sur la ligne de départ, à défaut du sujet décarboné. Une idée d'égalité. Donc, vous aurez compris, pour la partie fluviale, Gilles défend bien son sujet. Oui, donc du coup, ça va faire évoluer la logistique, juste pour conclure. Et ça serait intéressant justement de faire cette conférence dans 1 an pour justement réfléchir à cet héritage après cet événement absolument exceptionnel. En tout cas, on vous remercie. On reste à votre disposition si vous avez des questions après la conférence. Merci Gilles, merci Karine. Merci. Et à très bientôt.